Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, chère Léa, merci aussi de cette invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et même plaisir l'ensemble des propos très riches qui ont été tenus toute cet après-midi, que je découvre aussi en partie la façon dont l'EPS s'approprie l'éducation à l'environnement, l'éducation dans la nature. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais essayer justement de rentrer en résonance avec vos propos. On va voir si j'ai bien compris le propos de Nicolas tout à l'heure. Donc voilà, je vais essayer de partir de choses très globales peut-être pour commencer, pour venir un peu plus sur du local, des pratiques de terrain, mais ça me semblait intéressant au départ de revenir sur un contexte peut-être même international pour comprendre comment, en fait, parce qu'ici on parle d'une politique publique, cette politique publique de l'éducation au développement durable se met en œuvre. Alors, Léa, en introduction, a parlé d'anthropocène, finalement. L'anthropocène, c'est... Peut-être ça fait encore débat, hein. Disons que pour les géologues, on n'a pas introduit l'anthropocène dans l'échelle des temps stratigraphiques, des temps géologiques de manière tout à fait formelle. Mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'homme a une empreinte sur l'environnement suffisamment forte pour qu'elle soit durable et qu'elle s'inscrive dans le temps. Et que cette empreinte, eh bien, elle s'inscrit dans les temps géologiques. Alors, il y a des marqueurs, hein, le réchauffement climatique, c'est la quantité de dioxyde de carbone, par exemple, de notre atmosphère. Ça peut être aussi des choses dont on cite souvent l'exemple, vous avez peut-être entendu parler des plastiglomérats, hein. C'est sur l'île d'Hawaï, cette roche, en fait, artificielle qui est constituée d'un mélange de plastique fondu par des laves hawaïennes et qui forme une roche, mais une roche artificielle puisque dedans elle intègre des éléments de l'activité humaine, et cette roche, comme toute roche, a priori, eh bien, elle va coexister sur notre planète pendant des millions d'années, hein, des centaines de millions d'années, puisque le temps d'érosion d'éléments géologiques, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc elle va survivre, cette roche, au-delà même de l'espèce humaine elle-même. Donc voilà pourquoi certains commencent à parler véritablement d'anthropocène. L'homme marque son environnement, et c'est de là aussi que naissent toutes les politiques environnementales finalement, et ce qui nous réunit aujourd'hui, tous sur une même planète, comment aujourd'hui on prend plus connaissance et conscience des enjeux liés eh bien, à cette altération de l'environnement. Donc, c'est juste le temps que je m'approprie le fonctionnement aussi du clavier. J'ai trouvé intéressant peut-être de revenir dans ce propos sur qu'est-ce que l'éducation au développement durable, parce que quand on parle d'éducation au développement durable, finalement, on peut avoir aussi chacun sa conception des choses. Une petite rétrospective historique, parce que avant de parler d'éducation au développement durable, on a parlé de développement durable, et même avant de parler de développement durable, il fallait parler de développement. Et la notion de développement, elle apparaît dans les années 50, puisque c'est le sociologue Alfred Sauvy qui commence à parler de la notion de tiers-monde, une notion maintenant qui est assez ancienne, puisque finalement elle opposait les pays du Sud, les pays de Nord, hein, cette vision géographique Nord-Sud, avec des pays sous-développés pour des pays développés. Et puis finalement, progressivement, il y a des glissements sémantiques. On commence à parler de pays en voie de développement et finalement de pays en développement. Et donc, tout cela, on voit bien que cette question de pays en développement repose sur des aspects essentiellement économiques. La notion de bien-être, ici, elle n'apparaît pas vraiment. Donc, il y a un certain nombre, a priori, d'indicateurs qui nous manquent ici dans cette conception des choses. Et donc, ils n'apparaissent pas suffisants pour marquer l'accès aux besoins essentiels, et rapidement est venue l'envie et le besoin d'élargir le concept. Quand on parle de développement durable, dans la société, ça peut faire aussi débat. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un pléonasme? Est-ce que le développement, continuer de se développer dans une société, ça ne peut se faire que si c'est durable, et à ce moment-là, on est sur de la répétition? Ou est-ce que c'est de l'ordre d'une oxymore, autrement dit totalement antagoniste? Peut-on se développer de manière durable, véritablement? Bon, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui, c'est parce qu'un débat politique ou philosophique, mais ce sont des vraies questions qui sont posées. Alors, toujours dans cette rétrospective historique, 1987, le rapport Brundtland qui va officialiser la terminologie de développement durable. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, et en même temps, c'est pas si récent.
1992, la conférence de Rio, qu'on a peut-être certains d'entre nous, en tout cas en tête, qui popularise le concept de développement durable, puisque avant cela, oui, peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes, je ne me vois pas, c'est mieux. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de développement durable avant ce sommet international de Rio qui vraiment le rend public dans les sphères médiatiques. Et puis, finalement, aujourd'hui, le développement durable, eh bien, c'est ça, hein, c'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors, quand on parle des enjeux du développement durable, je crois, d'ailleurs, j'ai entendu Didier Piriou tout à l'heure citer, hein, finalement, cette rosace du développement durable qui croise plusieurs sphères. Finalement, vous reconnaissez, hein, en vert ici, la sphère environnementale, l'écologie, en rouge ou rose à gauche, la sphère sociale, sociétale, même on pourrait pas dire, et puis la question de l'économie. Donc, c'est trois piliers de ce qu'on appelle le développement durable. Et puis, on peut chercher voilà, encore sur des intersections, hein, le viable, le vivable, l'équitable, évidemment. Et donc, le développement durable devrait permettre de satisfaire les besoins de chacun, de partager les biens publics mondiaux pour demain, bon, gérer les ressources, comprendre la biodiversité pour la gérer, ou en tout cas la préserver, travailler au développement humain, produire et consommer aussi de façon responsable. Ça, c'est toujours du développement durable, en fait. Hein. Alors, si on veut parler maintenant d'éducation à développement durable, du DD à l'EDD, 25 ans après le sommet de Rio, on voit que apparaissent dans l'éducation nationale, dans nos programmes, des questions relatives à une éducation à ce développement durable. Et effectivement, l'éducation au développement durable est aujourd'hui présente dans de très nombreux scolaires, très nombreux programmes, parce que je suis fatigué déjà, de l'école à l'université. Vous savez sans doute aussi que le ministre de l'Éducation nationale a saisi le Conseil supérieur des programmes récemment en lui demandant de reverdir les programmes. Ce que vous voulez dire, c'est introduire davantage ces questions d'éducation au développement durable dans nos programmes scolaires. Et puis l'EDD peut intégrer de nouveaux dispositifs. On le retrouve par exemple, je ne parlerai pas de dispositifs, mais on le retrouve dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ça fait aussi l'objet de nombreux projets. Vous avez parlé de projets, par exemple, autour des aires éducatives, donc sur et hors le temps scolaire. Et puis, l'éducation au développement durable s'inscrit pleinement dans les parcours éducatifs de l'élève. Évidemment, le parcours citoyen, par exemple, c'est bien une formation à la citoyenneté. On pourrait parler du parcours santé. Au cours, l'EPS, évidemment, contribue pleinement, mais comme le parcours citoyen, bien évidemment, et toutes les disciplines. L'enjeu, c'est bien de former des citoyens du XXIe siècle éclairés et responsables de leur choix. Ça me fait rebondir sur un propos que tenait Léa tout à l'heure sur éduquer aux politiques. Effectivement, je crois que c'est ça l'éducation au développement durable. C'est de donner aux élèves des clés de compréhension des politiques publiques. Former le citoyen, c'est aussi ça. Des politiques publiques de gestion de l'environnement, on doit former l'élève à construire finalement une compréhension aussi, d'argumentation et finalement ça l'aide à construire une opinion mais qui se fonde sur des connaissances et des arguments entre autres scientifiques. Alors, l'éducation au développement durable, ce n'est pas une nouvelle discipline, en tout cas pas aujourd'hui, même si la conférence citoyenne sur le climat a fait des propositions en ce sens. On voit bien que parfois certaines courants de pensée tendent peut-être à vouloir aller vers un enseignement de l'éducation au développement durable ou un enseignement du développement durable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ceci dit, c'est un enseignement qu'on retrouve dans de nombreux champs disciplinaires. Alors, je suis issu des sciences de la vie et de la Terre, hein, IAIPR de SVT. Les SVT contribuent évidemment à une part importante sur les connaissances scientifiques de ce qu'est le développement durable, le fonctionnement des écosystèmes, comment l'homme s'associe aux écosystèmes. On parle de services écosystémiques, par exemple. Voilà, mais l'éducation au développement durable, c'est pas que ça. C'est bien d'autres choses. On a dit croiser des dimensions sociales, économiques, environnementales, dont tous les champs disciplinaires peuvent se l'approprier dans une démarche à la fois, vous l'avez montré tout à l'heure, tous les trois, polydisciplinaire, et aussi intercatégorielle, en mobilisant, vous l'avez dit aussi, toute la communauté éducative, les parents d'élèves sont associés. Et donc, c'est un vecteur, certes, des approches croisées, codisciplinaires, de thématiques communes qui dépassent le cadre strict des disciplines.
finalement, l'ambition, hein, c'est ça, c'est de mettre en synergie l'enseignement et le fonctionnement général de l'école et de l'établissement dans le cadre des démarches globales. J'en dirai un mot tout à l'heure, avec des labels, par exemple, vous avez cité, je crois que c'était Léa, hein, comme un des outils, les démarches E3D, école ou établissement en démarche de développement durable. Donc, quand on parle d'éducation au développement durable, bah, c'est un acte éducatif. Quand on parle d'éducation, oui, parce que c'est un acte éducatif qui repose sur des démarches pédagogiques, participatives, interactives, réflexives aussi, hein, puisque l'idée c'est de permettre aux élèves d'être aussi en réflexion vis-à-vis de, j'essaierai de l'illustrer tout à l'heure, mais de thématiques qui peuvent être complexes vis-à-vis de l'environnement. Enfin, quand on parle de développement durable dans notre société, on voit bien à quel point ce sont des questions que l'on peut qualifier parfois, ou peut-être même souvent, de socialement vives. Hein. Donc cette posture réflexive d'élève est aussi intéressante pour qu'ils puissent comprendre le débat public. Ça permet de travailler sur les représentations initiales des élèves. Alors je ne sais pas si on l'aborde comme ça, mais sur l'appréhension, peut-être que l'élève a sur l'eau au départ, etc. Appréhender son environnement, c'est peut-être une représentation initiale aussi, mais pareil sur des questions sociétales ou environnementales, on peut avoir des idées préconçues, et c'est l'objectif d'une éducation ou transversale, en tout cas, et de tout enseignement, finalement, de déconstruire peut-être certaines représentations pour reconstruire, de manière étayée scientifiquement, de nouvelles représentations. Et puis quand on parle d'éducation au développement durable, eh bien derrière il y a des objectifs de savoir qui se fondent dans les enseignements disciplinaires, de savoir-faire et d'attitude, et évidemment notamment d'esprit critique. Encore une fois, il y a des enjeux qui sont très forts quand même, parce que on le voit bien quand même dans les médias, hein, globalement, de manière globale dans notre société, fleurissent sur les réseaux sociaux énormément. On parle beaucoup de fake news, mais sur le climat par exemple, ou sur la santé, hein, sur les vaccins, qu'on nous injecte je sais pas quoi, des trucs pour nous tracer. Et bon, voilà, donc on a quand même besoin de mettre un peu de rationalisme là-dedans, et l'éducation au développement durable y contribue évidemment. Mais c'est aussi un acte politique, éduquer au développement durable. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, en revenant sur ce que disait Léa, appréhender des politiques publiques, ça permet aussi à l'élève de comprendre le monde dans lequel il vit, dans toute sa complexité. Ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont difficiles. C'est rarement binaire, c'est pas du oui-non. C'est pas toujours aussi simple que du pour ou contre, parce que dans le pour, il y a de la nuance, et dans le contre, on aimerait bien être pour, mais on est contre parce que des fois, on peut pas faire autrement. Donc, c'est complexe, et amener l'élève à comprendre ces complexités, c'est important. Ça permet pour le futur ou le citoyen en construction d'effectuer des choix, de les argumenter, je l'ai déjà dit. Et j'ai envie de revenir aussi, je ne sais plus qui disait, j'essaie d'être en résonance avec les propos toujours. On parlait, j'ai perdu là où ce que je voulais... Je ne sais plus à qui je voulais faire référence, mais oui, est-ce que ça peut changer le monde? Oui, c'était Jean-Nicolas Renaud qui disait, est-ce que l'éducation au développement durable peut changer le monde? Je ne sais pas si elle peut changer le monde, mais en tout cas, l'école, on sera d'accord pour dire que c'est un facteur de transformation de la société. L'éducation, oui, mais l'éducation nationale, avec près de 13 millions d'élèves et d'apprentis, plus d'1 million de personnels, on comprend que c'est un formidable et même un puissant levier de transformation de la société. Donc, en tout cas, je crois qu'on y contribue au moins de manière non négligeable. Alors, du coup, on arrive à cette définition d'une éducation au développement durable. L'éducation au développement durable, eh bien, elle doit permettre d'acquérir des compétences citoyennes, on l'a déjà dit, pour faire des choix responsables de manière éclairée face à des enjeux et aux mutations du XXIe siècle tels qu'on les connaît, comme le changement climatique, la gestion des ressources, des déchets, les énergies, l'eau, les gestions et valorisation des déchets, et les questions de santé aussi, évidemment. Alors, tout ça, maintenant qu'on a défini le développement durable, eh bien, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, hein, finalement, ça s'inscrit dans une politique internationale, finalement un agenda international. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2030 du développement durable. Vous le connaissez sans doute, ou en tout cas, je vais être rapide, hein, mais le 25 septembre 2015, les 193 pays membres des Nations Unies ont adopté un programme très ambitieux pour les peuples, finalement, qui comporte aujourd'hui 17 objectifs de développement durable, ce qui constitue notre agenda 2030 au niveau international, mais aussi en France. C'est notre boussole, c'est notre feuille de route commune à toutes les institutions, tous les services de l'État, et c'est bien l'objectif que l'on doit atteindre. Aujourd'hui, on est à moins 9 ans
de la réalisation de cet agenda 2030, il y a un certain nombre de cibles et d'objectifs pour chacun des 17 objectifs de développement durable. On n'a pas encore atteint toutes les cibles, hein, donc il faut encore amplifier l'effort pour y arriver et les atteindre. Alors, tous ensemble sur la même planète, eh bien oui, je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a cette conscience mondiale collective qui émerge, qui devient de plus en plus forte. Les enjeux de cet agenda 2030 sont extrêmement ambitieux et nous portent vers cette perspective et constituent cette boussole commune pour notre planète. Je vous ai affiché ici les 17 objectifs de développement durable. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on chausse ces lunettes-là, des objectifs de développement durable, ça nous fait peut-être voir le développement durable sous le prisme un peu plus élargi que la simple sphère environnementale. Certes, quand on regarde les objectifs 13, 14 en bas et 15, on va retrouver les questions typiquement environnementales, changement climatique, préservation de la biodiversité aquatique, biodiversité terrestre. Mais une société qui cherche à se développer de manière durable, c'est aussi une société qui garantit l'objectif 4 pour chaque enfant, une éducation de qualité. C'est aussi une société qui cherche à réduire les inégalités entre les sexes. C'est une société qui fait attention à la santé, aux déterminants de santé, donc, etc., etc. Donc, on peut croiser plein de sphères. Et évidemment, on voit bien que quand on croit à ces objectifs de développement durable, tous les champs disciplinaires y contribuent pleinement, que l'EPS, évidemment, y contribue dans une éducation à et dans la nature, mais pas que d'ailleurs. Les relations sociales, les interactions entre élèves, filles, garçons, auxquels vous êtes confrontés, j'imagine que je ne vais pas me substituer aux experts que vous êtes, mais évidemment, vous êtes confrontés à ça et du coup, vous contribuez à travailler ces 17 objectifs de développement durable dans votre pratique professionnelle quotidienne. Voilà. Je regarde l'heure en même temps. Et donc, pour résumer sur cette globalité de ce qu'est l'éducation au développement durable, alors je ne sais plus lequel d'entre vous, mais je crois que c'était Nicolas, qui a cité 1977, hein, effectivement. Bon, bah, c'est une année un peu de référence, puisque c'est la naissance de l'éducation à l'environnement, donc je ne reviendrai pas sur ce que vous avez cité. Mais tout ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette éducation transversale qui est l'éducation au développement durable, non seulement elle est solidement ancrée dans nos politiques éducatives, mais qu'elle n'a jamais été remise en cause, quelles que soient les alternances politiques. Ce n'est pas toujours le cas quand même dans nos politiques éducatives. Hein, on a souvent, on tricote et on détricote. L'éducation au développement durable, bon, elle a connu parfois des coups d'accélérateur plus ou moins importants, mais elle a sans cesse été renforcée. Donc, alors je ne vais pas citer tous les jalons parce que ce serait fastidieux, mais quelques points de repère. 77, 2004, c'est que l'éducation au développement durable intègre la charte de l'environnement. Dans son article 8, l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et des devoirs définis par la présente charte. Plus récemment, la loi d'orientation pour l'école de 2013, 8 juillet 2013, eh bien, elle précise notamment que le service public d'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Et c'est cette même loi d'orientation de 2013 qui fait entrer l'éducation au développement durable dans le code de l'éducation. C'est quand même pas rien. C'est la loi désormais. Hein. Donc je pense que c'était un jalon important à marquer. Et puis très récemment, les circulaires de 2019 et de 2020, hein, celle de 2019 qui est dite celle de EDD 2030, puisqu'on était dans l'année scolaire de 10 ans à l'agenda 2030, et celle de 2020, elle vise encore vraiment à renforcer l'éducation au développement durable. Et là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous évoquiez la naissance des éco-délégués. Enfin, ce n'était pas toujours une vraie naissance, parce qu'il y en avait déjà eu avant, hein. Mais disons que les éco-délégués, aujourd'hui, leurs élections, elles sont généralisées dans le sens texte officiel, ça veut dire qu'elles sont obligatoires, en fait, hein, dans chaque classe de collège et de lycée, recommandées en début de cycle 3, CM1, CM2. Et donc, on voit bien ici que ces éco-délégués, c'est quand même pas rien, parce que c'est pas juste un postiche. L'idée, c'est vraiment que les élèves, au lendemain des grandes marches citoyennes pour le climat, vous savez, c'est une mobilisation de la jeunesse. C'était ça, en fait, la circulaire de 2009. Hein. C'est une forme de réponse à cette mobilisation de la jeunesse sur le climat. C'était vraiment de donner du pouvoir d'agir aux élèves. On l'a dit aussi tout à l'heure, j'ai entendu ce propos de pouvoir d'agir. Les éco-délégués, aujourd'hui, ils ne font pas simplement les ramasseurs de papier dans la cour de récréation, hein, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Ce sont des ambassadeurs, des fédérateurs de projets au sein de l'établissement, et ce sont quand même des élèves qui intègrent les instances. Le conseil de vie collégienne ou le conseil de vie lycéenne, ils en sont membres. Ils intègrent le comité académique
de la vie lycéenne, où il y a une élection d'un binôme d'éco-délégués au sein du comité académique, et dans le comité national de vie lycéenne, il y a des éco-délégués. Les éco-délégués sont des membres de droit, alors pour deux d'entre eux, ceux du comité académique, du comité académique de pilotage de l'éducation-développement durable, où ils ont la même voix, la même prépondérance que tout autre membre du comité académique de pilotage de l'éducation-développement durable. Ce n'est quand même pas rien. D'ailleurs, dans ces comités, des fois, ils nous bousculent un peu parce que ils n'ont pas le regard, pas tout à fait les mêmes attentes ou les mêmes temporalités que les nôtres. Et c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment ça l'idée de ce pouvoir d'agir. Et toujours dans le levier de transformation de la société, en France, c'est 250 000 classes. Donc, a priori, ce sont 250 000 éco-délégués. Donc, vous voyez, le faire réseau, là, c'est peut-être un levier, encore une fois, très puissant de transformation et pour peser sur l'action publique. Et je peux vous assurer que ces éco-délégués, ils sont en train de se fédérer en réseau et ils ont des choses à nous dire. Et que je pense que dans les années à venir, ce sera des perspectives intéressantes qui émergeront de ce réseau des éco-délégués. Bon, voilà ici pour cette rétrospective un petit peu de ce qu'est d'abord le développement durable et l'éducation au développement durable et comment elle s'inscrit dans une politique publique à la fois internationale et nationale. Je voudrais essayer de vous montrer maintenant, pour aller sur des choses encore plus concrètes, comment elle s'intègre dans une politique académique, puisque nous sommes des acteurs académiques ici entre nous. Et donc, ici, l'éducation au développement durable en Bretagne, eh bien, c'est d'abord l'une des 6 priorités du projet académique. C'est pas rien, hein, ça veut dire que elle est vraiment marquée comme une des priorités du projet académique. Derrière, c'est l'ambition, et vous l'avez cité, de faire de la Bretagne une aire marine éducative régionale, l'AMER en fait, hein, voilà, le sigle AMER. Alors qu'est-ce que ça veut dire une aire marine éducative régionale? Parce que c'était pas si simple que ça quand l'idée émergeait du recteur, faut la concrétiser. Donc en fait l'idée, c'est de dire que la Bretagne, c'est à peu près 2470 km de trait de côte, un tiers des côtes françaises. Hein. Et donc, la Bretagne est un territoire tout à fait propice d'éducation à la mer et au littoral. Donc, c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut connecter pleinement chaque jeune Breton à son territoire, à son environnement, être en phase, en résonance avec son territoire et son environnement, pour cultiver sa relation à la mer. Parce qu'on sait bien hein, que l'on soit un Breton du littoral ou un Breton du centre-Bretagne et des terres, on a forcément tous une relation à la mer. Ce qui se passe en centre-Bretagne a un impact sur le littoral. Donc cette dimension d'aire marine éducative régionale eh bien, inclut tous les élèves où qu'ils soient sur le territoire. Et donc derrière, on a un certain nombre d'indicateurs finalement que l'on peut, sur lesquels on peut s'appuyer. Ce sont les aires marines éducatives, évidemment. Donc, on a un des objectifs d'avoir d'abord une aire marine éducative par circonscription littorale. Ce sont le découpage du premier degré. Vous disiez tout à l'heure que c'est beaucoup des écoles, en fait, qui sont dans les aires éducatives. Alors, en fait, c'est normal historiquement parce que, au départ, les aires éducatives n'étaient ouvertes qu'aux élèves de cycle 3. Donc, ça abordait un petit peu la 6e, mais vous voyez, c'était donc très école. Depuis, ça s'est ouvert aux élèves de cycle 4, donc on voit maintenant rentrer les collèges progressivement dans la démarche des aires marines et des aires terrestres éducatives. Petite portion littorale ou d'environnement, mais vous l'avez très bien décrit, donc je n'ai pas besoin, je pense, de redire, hein, géré par les élèves. Et puis on expérimente en Bretagne avec l'Académie de Nice d'ailleurs, et l'Office français de la biodiversité, qui est l'opérateur qui porte les aires éducatives, le développement de ces aires éducatives en lycée. Qui fait écho à la question que posait Madame tout à l'heure sur comment organiser impliquer tous les élèves, etc. Bah, c'est vrai que le temps entre le premier et le second degré n'est pas le même. À l'école, il y a un professeur des écoles qui, évidemment, a son programme à faire, mais gère son temps scolaire sur la journée. Quand on est un enseignant au collège et au lycée, on a 1 heure ou 2 de cours avec les élèves par-ci par-là. Faire une sortie sur l'aire éducative, ça s'organise, mais ça mange sur les cours des collègues. Donc c'est pas si simple que ça. Ça demande une autre organisation. Et puis quand on arrive au lycée, il y a la pression des examens. Bon, je vais pas revenir sur ces choses-là, mais le temps du lycéen, c'est pas le même que le temps d'un collégien. Donc, on est en train d'expérimenter, on y réfléchit, on essaiera d'avoir des propositions, des exemples en tout cas à vous donner pour vous inspirer.
Donc voilà, tout ça, c'est ce qui contribue, c'est la cartographie là, des aires éducatives. Je crois qu'on en aura 83 d'implantés à la rentrée prochaine. Hein. On a eu l'occasion, alors ça intéresse beaucoup ces aires éducatives. On a le ministre de l'Éducation nationale à Brest qu'on a accueilli en janvier. Là, il y a 15 jours, j'étais avec la ministre Barbara Pompili sur une aire éducative également qui était, je ne sais plus où j'étais, mais c'était il y a pas longtemps en Bretagne. Je me rappelle, l'endroit m'échappe. Bref. Donc voilà. Et puis, l'idée aussi, c'est de soutenir tous les dispositifs d'éducation à la mer et au littoral. Concarneau, David, non? Merci. Oui, merci, c'est ça. Je vous oublie. Merci. J'ai cru reconnaître la voix de mon collègue IPR. Des projets aussi soutenus par des partenaires qui ont été aussi cités, comme Océanopolis Brest. Je vous montrerai un autre exemple avec les éco-conseillers de l'océan. L'idée, ce soit justement des éco-délégués qui s'engagent sur une réflexion autour de la mer au sens large, mais aussi, vous voyez, il y a les pratiques sportives en lien avec la mer, comme il y a la découverte de l'environnement, etc. Donc, c'est aussi des programmes très vastes. Et puis, tout ce qui peut être aussi l'éducation artistique et culturelle, tous ces projets, c'est vraiment un projet académique global. Alors, j'ai bientôt fini, pardon. L'éducation développement durable en Bretagne, vous voyez que ce projet académique, finalement, eh bien, il nous conduit ici, je trouve, à avoir un rapport tout à fait singulier à la nature, finalement. Et si l'éducation à la nature, elle se réalise certes néanmoins par une éducation dans la nature, c'est bien dans les activités de terrain, des pratiques sportives, dans la nature qu'on trouve la matière authentique, en fait, concrète pour travailler ces sujets. C'est donc un rapport au réel, c'est pour ça, je crois que je l'ai marqué ici, voilà, une confrontation au réel pour éprouver, ressentir, rencontrer, mieux appréhender les questions de développement durable dans toute leur complexité. Ça s'appelle les sciences aiment le PS, hein, c'est ça. Quand faire des sciences aux élèves, c'est d'abord les confronter au réel. Si vous regardez quels sont les 4 piliers des sciences, hein, c'est d'abord le matérialisme, c'est ce rapport réel. Il y a le scepticisme aussi initial, c'est-à-dire qu'on se doit de douter quand on fait des sciences. Hein. Puis il y a le rationalisme, qui est le principe de parcimonie, évidemment, donc l'économie d'hypothèse. Enfin, d'ici, sur le matérialisme, c'est le rapport au réel, aux data, l'acquisition de prise de données sur le terrain, mais ces prises de données, ça peut être à travers vraiment cette, comme ça a été dit, je crois, je l'ai noté aussi. Je trouve que vous le disiez bien, et c'était Nicolas, dans tout le propos avec la résonance, je trouve que c'est comment l'EPS contribue à une meilleure appropriation de l'environnement par les élèves. Les élèves développent même un sentiment d'appartenance, hein, ce qui est le propos qui a été tenu, et je crois que ça permet de construire une relation positive à l'environnement. Et cette mise en résonance de l'élève avec son environnement constitue, si ce n'est peut-être un préalable, en tout cas au moins un élément déterminant pour réussir une éducation au développement durable. Donc voilà, je crois qu'on a besoin de cette relation à la nature quand on parle d'éducation au développement durable pour ne pas être déconnecté. J'ai aussi marqué rencontrer. Rencontrer parce que, alors ça peut être aussi écho à un des propos qui a été tenu dans l'interaction tout à l'heure. Quand on veut aborder le développement durable dans toutes ses complexités, on a parlé de PMT, Palmax, Tuba, c'est ça, hein, donc circuits sous-marins, etc. On peut dire que ça c'est une pratique écologique vertueuse, pardon. Il n'y a pas d'impact carbone, c'est respectueux de la nature. A priori, c'est vrai. Mais imaginez que peut-être dans une zone à forte affluence touristique, on veuille développer l'économie, je sais pas, dans une calanque du côté du sud de la France, par exemple, et puis il y a des milliers de gens qui font du PMT tous les jours. Du coup, ça peut désorganiser aussi l'écosystème dans la reproduction des poissons, d'organismes vivants, ou si vous avez, j'ai eu la chance d'être hyper un an à Mayotte également, voilà, tout le récif coréen, des trucs qui sont sympas, mais on peut se retrouver face à des objectifs contraire. C'est-à-dire que la nécessité de développer une activité économique qui est vitale pour les acteurs locaux, qu'on pense vertueuse, et en même temps avec l'afflux, eh bien, c'est pas toujours le cas. Alors, on peut dire on veut interdire, mais quand on interdit, on prive de certaines personnes de leurs revenus, de leur métier, etc. C'est compliqué. Donc, c'est comme on pourrait faire sur les agricultures bio, hein, par exemple. Je pense que c'est pas à te poser la question pour ou contre l'agriculture bio. Tout le monde pourrait se dire c'est vertueux l'agriculture bio. La question c'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'agriculture biologique plutôt. Si c'était si simple que ça et dichotomique, tout le monde le serait.
Donc, je trouve que c'est intéressant que les élèves puissent rencontrer des acteurs locaux, du nautisme par exemple, mais d'une association qui va préserver une zone littorale, ou dans une aire marine protégée par exemple, etc. Donc, confrontation au réel et donc à la complexité. Et puis aussi, je trouve, un rapport à la nature, et ça a été dit aussi dans l'un de vos propos, un rapport au sensible, qui est propice, ce rapport au sensible et ce rapport à la nature, à la création artistique. Et dans toutes les aires marines éducatives, j'ai vu des projets artistiques, parce que la mer, ça s'entend, ça s'écoute, ça peut se mettre en musique. La mer, ça peut aussi se raconter. Là, je vous montre un très beau projet qui est porté par notre partenaire Océanopolis Brest, qui s'appelle Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Et là, vous avez des classes de lycée qui ont construit une chorégraphie marine pour mimer les organismes marins et les mouvements des organismes marins. Vous imaginez une laminaire, une grande algue, son mouvement, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas très bon, ou une méduse, ou voilà, des trucs comme ça. Et ils ont même reproduit la bioluminescence dans leurs costumes qu'ils ont créés avec des trucs à diode, etc. C'est vraiment magnifique. J'ai eu la chance de le voir, c'était en 2019. On avait le droit encore de se réunir en présentiel, mais ça reviendra, je suis optimiste. Donc voilà, mais vous voyez, par la pratique de la danse, eh bien là aussi, on peut restituer par une pratique artistique une confrontation avec des scientifiques, etc. Je trouve ce rapport au sensible intéressant aussi. Voilà, et puis je vais terminer rapidement parce qu'il est 16h46. On a parlé, c'est peut-être plus pour votre information, je ne vais pas être très long, mais sur les démarches globales d'éducation et développement durable. En fait, vous avez entendu parler du label E3D, École et Établissement en démarche de développement durable. Ça interpelle la gestion durable des écoles et des établissements, en lien aussi avec l'environnement. L'environnement, c'est ça aussi. Comment on pense l'environnement pour l'élève dans la structure scolaire. Ça croise la question évidemment des apprentissages. Donc l'éducation au développement durable se trouve à la croisée à la fois là de la gestion durable. Donc quand on veut faire du tri du déchet, etc., c'est bien, mais vous voyez que ça ne suffit pas. L'éco-geste, c'est une bonne chose, mais au-delà de l'éco-geste, il y a bien des apprentissages fondés sur les enseignements. Voilà. Et puis, le 3D, finalement, le label E3D, c'est simplement peut-être un levier pédagogique pour aider à faire de l'éducation au développement durable. Ça permet de pérenniser des démarches. On sait que souvent, il y a plein de beaux projets. Et quand les porteurs de projets partent, les projets disparaissent. Eh bien, la démarche E3D, au-delà de l'obtention du label qui est valorisant pour l'établissement, c'est de vous proposer de rentrer dans une démarche qui associe toute la communauté éducative, tous les personnels enseignants comme non enseignants, les parents d'élèves, à une démarche globale de réflexion de ce qu'est l'élève dans ce projet et de pérenniser cette démarche. Voilà, le réseau, par exemple, vous le trouverez sur le site Éducation Développement Durable. Ce sont je crois, 200, pas loin 83, 90 établissements ou écoles en démarche de développement durable. Vous pouvez cliquer et repérer si votre établissement ne l'est pas. Et s'il n'y est pas, vous pouvez candidater encore. C'est ouvert. Un peu de pub en même temps, pas de raison. Voilà, donc on a labellisé encore en septembre dernier 124 écoles et établissements. Nous avons 323, là il y en a encore, voilà, on devrait peut-être dépasser les 400 prochainement ici. Voilà. Et puis, peut-être une dernière chose, parce que j'ai commencé à faire un peu de pub et donc je m'arrêterai promis, mais si ces questions vous intéressent, nous organisons, c'est plus le mercredi 14 avril puisqu'il s'est passé plein de choses, mais vendredi 28 mai prochain, matin, de 9h à 13h, nous organisons le colloque régional de l'éducation au développement durable qui a pour thématique santé et développement durable en Bretagne, vous voyez, qui associe à la fois des personnels enseignants, des corps d'encadrement, des partenaires. Et je pense que là, tout le monde pourrait s'y retrouver. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore vous y inscrire jusqu'à ce soir, me semble-t-il. Tout ça sur notre site académique edd.ac-rennes.fr. Puis peut-être juste pour conclure ce propos, et pour être sur une touche d'optimiste, je vais citer, pas un didacticien, mais plutôt Antoine de Saint-Exupéry qui disait plutôt, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Eh bien, je crois que nous ouvrons ensemble de nouveaux possibles pour un avenir plus durable en Bretagne, en France et dans le monde. Merci.